Face aux problèmes socio-économiques, politiques et sanitaires que vivent les Congolais, le Congo a-t-il des élites, des hommes et femmes capables d'apporter un changement durable dans tous les secteurs d'activité? C'est la thématique de ce soir dans les Chroniques des BFN. On en parle avec Bruni Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Bruni, avant de commencer notre thème du jour, de nombreux internautes nous accusent de ne pas tenir le président Denis Sassou Nguesso pour responsable des difficultés que traverse le pays. Comment répondez-vous à ces critiques? Est-ce que nous dédouanons réellement le président? Merci Gabriel. Oui, ces critiques fusent de partout, hein. Nous lisons, nous écoutons tous les jours ou presque quand déballons, nous organisons nos émissions, l'on nous accuse, sinon nous reproche de ne pas indexer directement le président. Mais après, il faut savoir que c'est Voltaire qui le dit, le pouvoir implique la responsabilité. Le chef de l'État, le fait qu'il soit chef de l'État, le fait qu'il ait présenté un projet de société à la population, un projet validé, il est élu, il a prêté serment. Dès lors qu'il prête serment, il est déjà responsable. Donc, naturellement, il est responsable. Il a la responsabilité politique. Si vous vous souvenez qu'on a parlé de son interview chez notre confrère Jeune Afrique, où il dit « Le moment viendra où je rendrai compte à ma population ». Donc, ce devoir, voilà, c'est un devoir de responsabilité. Il reconnaît être responsable. Il reconnaît avoir un mandat qui lui a été confié par la population. Donc, quand on comprend cela, on ne peut plus faire de tels débats parce qu'on sait que en tant que chef de l'État, il y a donc la responsabilité en tant que chef de l'État, il a la responsabilité politique, il a aussi la responsabilité parce que c'est lui qui choisit les hommes pour à mettre en œuvre, on va dire, sa politique ou sinon son projet de société. Donc, naturellement, le président de la République est responsable en tant que chef de l'État, responsable parce qu'il a présenté un projet à la population, responsable parce que la population lui a confié un mandat et il vous l'a dit, le moment viendra où je rendrai compte. Ça veut dire quoi? Quand il veut dire rendre compte, soit il vient déposer donc les clés pour dire, mais moi j'ai passé mes derniers 5 ans, bon, je ne peux plus parce que, ou il dira, je continue parce que, et je me souviens quand il parlait même de l'urgence du devoir. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il pense que, bon, moi j'avais promis de faire ça. Jusqu'ici, je n'ai peut-être pas pu résoudre tous les problèmes, mais je pense que j'ai encore une mémoire chargée. Peut-être encore, voilà, il faut que je continue à travailler. Donc, ça peut être, quand il parle de rendre compte, il va peut-être continuer, ou encore il peut dire que je me retire. Donc le président de la République, on n'a pas envie de dire qu'il est responsable, puisque naturellement il est. Et selon ces internautes, le président de la République devrait être considéré comme le premier responsable de la situation auquel le Congo vit. À votre avis, Denis Sassou Nguesso porte-t-il l'entière responsabilité des problèmes du pays? Bon, vous savez, il a la responsabilité politique. Il a la responsabilité en tant que chef de l'État. Il a la responsabilité, c'est parce que c'est lui qui choisit les ministres, qui nomme les DG, qui nomme à des hautes fonctions civiles et militaires. Mais il y a ce que, quand nous débattons sur différents sujets, nous ne cherchons pas à dédouaner qui que ce soit. Mais nous nous basons sur la responsabilité partagée ou la responsabilité collective. Le président de la République choisit les hommes, c'est vrai, mais je vous prends un cas simple. Si il nomme un DG et que ce DG vole, ne respecte pas la loi, est-ce que le président est responsable de cet acte? C'est là où nous parlons de la responsabilité partagée, de la responsabilité administrative. Vous verrez même que devant le Parlement, quand le gouvernement est interpellé, c'est lui qui est responsable, qui conduit le gouvernement, qui le représente, qui répond au nom de tous. C'est le Premier ministre, c'est pas le président de la République. La Constitution autorise même au Parlement, à un moment donné, d'émettre des motions de censure. Mais par contre, le président
pas contre le président, mais contre le gouvernement. Ça veut dire que dans cette responsabilité partagée, chacun de nous doit répondre de ses actes. Voilà, doit répondre de ses actes. Donc, le président fait le choix, mais quand un chef de service, par exemple au Trésor, un chef de service dans les douanes, détourne les fonds, ne travaille pas normalement, mais on ne va pas aller prendre le chef de l'État pour responsable. Oui, bon, si un ministre qui a été choisi ne fait pas bien son travail, ne suit pas les feuilles de route comme il faut, détourne, est hors la loi, nous n'allons pas prendre le chef de l'État pour responsable. Donc, il y a ce qu'il faut comprendre. En tant que chef, le patron qui fait le choix des hommes, qui porte un mandat, oui, il est responsable puisque c'est un chef. Mais quand chacun pose les actes, aujourd'hui on parle de la corruption accrue, on parle de la mauvaise gouvernance, on parle aujourd'hui des détournements, on parle aujourd'hui de l'inefficacité, de l'incompétence, mais c'est chacun qui répond de ses actes, mais pas que le chef de l'État. Donc, à un moment donné, il faut comprendre, il ne faut pas que l'on soit dédouané quand on indexe. Les ministres sont responsables, les hauts fonctionnaires de l'État nommés à des différentes fonctions sont responsables. Je prends un cas simple pour boucler. Imaginez qu'un gendarme ou un policier utilise son arme pour tuer un citoyen, on va dire, inoffensif dans un quartier. Allons-nous accuser sa hiérarchie? Non. Il y a peut-être aussi les chaînes de commandement, mais on verra comment est-ce que ce gendarme est arrivé là, comment il a été armé, qu'est-ce qu'il a poussé à agir, mais il est d'abord et avant tout le premier responsable. Donc on ne va pas aujourd'hui dire que parce que il a fait le choix des hommes, qu'il a nommé les hommes à telle ou telle fonction, qu'il est forcément responsable de tout ce que le seul responsable de tout ce que nous vivons dans ce pays. Mais Brunet, je vais rebondir un peu sur la question que les internautes se posent sur notre plateforme. Mais si aujourd'hui le président, celui qui est le garant, même le patron du gouvernement aujourd'hui, il ne serait pas souhaitable aujourd'hui qu'il frappe sur la table? Bon, il faut préciser que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre, mais le patron de l'exécutif, c'est le président de la République, ça il faut le préciser. Mais là, vous parlez de la question de l'impunité. Voilà, vous parlez de la question de l'impunité, c'est ce qui revient de temps en temps, vous l'avez dit, mais oui, il ne frappe pas. Oui, il ne frappe pas. Regardez, aujourd'hui, je me souviens d'un ancien ministre de l'enseignement qui disait à ses collaborateurs, aux responsables des établissements scolaires, que s'il appliquait la loi ou s'il faisait appliquer la loi, tous ces chefs d'établissement se retrouveraient donc en prison. Ça veut dire quoi? Qu'il s'était rendu compte qu'aucun d'eux n'avait les mains propres. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs pesanteurs ou encore plusieurs causes qui font que nous vivons un peu aujourd'hui dans cette impunité, et comme on le constate tous, où finalement on a appris que il y a telle personne qui a été volée mais qui est toujours là, qui a détourné mais dont on n'a pas vraiment sanctionné. Il y a aussi la proximité. Nous l'avons dit ici. Le fait que certaines soient plus proches, par exemple du chef, ont plus ou moins des relations assez particulières, et soit ils ont pendant l'histoire tout au long de l'histoire de ce pays ou de leur parcours mené certains combats certains combats, ça peut être politique aussi ou encore social. Vous avez vous avez également des parents, des amis. À un moment donné, sanctionner peut fragiliser l'appareil. Ou l'amitié. D'abord et avant tout l'appareil, puisque si vous les avez placés autour de vous, c'est que vous leur faites entièrement confiance. Et donc, si ces gens sont à des postes clés et que vous les sanctionnez alors qu'ils vous sont très proches, ça peut fragiliser. Et là, il faut comprendre que dans nos États, et même ailleurs d'ailleurs, les nominations ne tiennent pas toujours compte des compétences ou de la méritocratie. Et donc souvent, c'est la proximité, souvent c'est l'ethnie et tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi une culture que nous avons développée dans ce pays, c'est que nous n'aimons pas la sanction, nous n'aimons pas la chicotte. À chaque fois qu'on a sanctionné quelqu'un dans ce pays, nous connaissons tous les conséquences.
le fait même de constater que l'opposition congolaise, dans sa majorité, n'est constituée que des amis d'hier du président ou des cadres d'hier du Parti congolais du travail qui sont devenus opposants, pas parce qu'ils se sont opposés à l'idéologie, mais simplement pour la plupart parce ils ont été éjectés. On a vu parce que la sanction, ce n'est pas seulement traduire un homme à la justice ou encore l'emprisonner, mais c'est aussi relever quelqu'un de ses fonctions. Mais à chaque fois qu'on a relevé quelqu'un de ses fonctions, nous connaissons la suite dans ce pays. On a développé malheureusement cette culture de non-sanction. On a développé malheureusement cette culture où on n'a pas besoin de l'excellence, on n'a pas besoin de la sanction, on n'a pas besoin des blâmes. À chaque fois qu'on te blâme, tout est considéré comme une sorte de traque, une sorte de règlement de compte. Voilà. Et c'est malheureusement ça. Et vous avez également le fait que nous souffrons aujourd'hui d'une carence d'élite. Et donc, dans cette carence d'élite, vous vous rendrez compte que le chef peut se retrouver dans une difficulté. Il est là depuis pratiquement 40 ans. Vous ne direz pas que ceux qui sont au gouvernement le sont depuis 40 ans. Non, vous avez certains qui ont à peine 6 ans, 7 ans, vous avez d'autres qui ont 17 ans, d'autres encore plus de 20 ans. Ça veut dire que tout au long de ses mandats ou tout au long de son règne, il a dû changer les hommes. Alors, finalement, au fil de quelques années, on se rend compte que si tous ceux qui sont passés là, on exempte un peu ceux de sa génération qui n'ont pas eu la même culture que ceux de la génération montante. Alors, on se rend compte finalement que malgré le fait que ces hommes ont été remplacés à des différents niveaux, mais rien ne change. On a vu que dans ce pays, on a développé la culture de la corruption, la culture de la facilité, l'enrichissement facile. Donc, à un moment donné, il va se retrouver dans la carence d'élite. Qui prendre, qui ne pas prendre. Et c'est pour cela qu'il a un peu déçu de cette génération montante. Cette génération montante, c'est cette génération qui l'entoure aujourd'hui. Cette génération parmi lesquelles vous avez ces anciens conseillers qui sont devenus ministres. Vous avez ces anciens, on va dire, cadres du parti qui sont ministres, qui sont DG. Vous avez aussi cette génération future. Donc, ça veut dire que vous, par exemple, ou encore les jeunes de la FMC qui attendent que cette génération montante qui est là fasse un transfert, mais malheureusement, cette génération montante elle-même, elle est totalement corrompue. Donc, à un moment donné, quand on est chef, on se pose la question. S'il faut remanier le gouvernement, oui, mais avec qui? Puisque j'ai pris un tel, j'ai utilisé un tel, le résultat est le même. Donc, le Congo, malheureusement, souffre de cette crise d'élite, souffre de cette carence d'élite, et c'est pour cela on peut se retrouver rapidement dans l'impunité. Parce que on peut pas sanctionner ceux qui nous sont proches pour éviter de fragiliser la machine, fragiliser le pouvoir. Et vous avez le fait que nous ne voulons plus nous-mêmes cette culture de la sanction. À chaque fois qu'on est sanctionné, on assimile ça à un conflit personnel. On personnalise même les sanctions. Et vous avez la corruption qui empêche aujourd'hui la sanction parce que le magistrat ou le procureur qui constate qu'on a volé quelque part, qui ne peut pas se saisir de l'affaire ou qui s'est saisi de l'affaire malheureusement, qui classe l'affaire, vous ne direz pas que c'est l'affaire du président de la République, par exemple. Donc, il y a la corruption qui gangrène et vous avez, malheureusement, la carence d'élite. Passons maintenant à notre point du jour, la question de la carence des élites. Vous avez souvent évoqué cette crise qui contribue aux difficultés du développement du pays. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste cette crise et comment elle se manifeste au Congo? Voilà, bon, vous avez, c'est clair, hein, je vais d'abord commencer par expliquer comment la carence d'élite ou encore cette crise des élites au Congo se manifeste, la mauvaise gouvernance. Le fait que nous n'arrivons pas à mieux gérer, ça veut dire que nous n'avons plus l'élite. Ceux qui sont là ont cessé de l'être. Henri Lopez le disait qu'au Congo, il y a des intellectuels, mais des intellectuels qui ne s'assument pas en tant qu'intellectuels. Et donc, cette élite-là a cessé d'exister. Parce que l'élite, quand les intellectuels sont là, quand l'élite est aux commandes,
vous constaterez comme ailleurs que les choses marchent bien. On ne peut pas être intellectuel, on ne peut pas avoir de la compétence, on ne peut pas être dans l'élite et être incapable, par exemple, de gouverner ou encore de piloter certains projets. Vous avez également tout à l'heure, quand je parlais de la corruption, qu'on se retrouve dans une société où tout le monde ou presque baigne dans la corruption. Ça veut dire que nous n'avons plus d'élite. Nous n'avons plus d'élite. Vous avez également, je peux citer pêle-mêle, je parlais de la mauvaise gouvernance, je peux encore vous parler donc de la faiblesse des institutions. Vous constaterez que nos institutions ne sont pas les institutions fortes. Or, l'élite aux commandes aurait rendu nos institutions fortes. Vous avez également l'éducation, l'échec du système éducatif. Depuis plusieurs années, le Congo n'a plus un système éducatif capable de former les vraies compétences. Quand le système éducatif est malade, quand le système éducatif a échoué, il serait difficile de former. Vous allez vous rendre compte que quand on sort carrément du mono, on intègre la démocratie, et c'est là où nous avons commencé réellement à connaître les vrais problèmes d'élite ou de carence d'élite. Donc vous avez également l'afflux des cerveaux. Aujourd'hui, c'est Guy Mafimba qui l'expliquait mieux. Il y a eu plusieurs générations des Congolais qui ont quitté le pays. Et malheureusement, qui continuent de quitter le pays. En Europe, en Occident, vous trouverez des Congolais qui sont mais vraiment compétents, mais qui ne veulent plus revenir au pays pour plusieurs raisons. Vous avez même ceux de votre génération, des étudiants qui quittent ce pays pour aller étudier en France, par exemple, au Canada, aux États-Unis, mais qui ne veulent plus revenir, alors qu'ils constituent des vrais cerveaux pour développer le pays. Ils ne reviennent pas parce que se disent les conditions ne sont pas réunies pour l'intégration, les conditions ne sont pas réunies pour la réussite, les conditions ne sont pas réunies pour la liberté d'expression. Et donc cette fuite de cerveau explique clairement que nous sommes totalement dans une carence d'élite, et le fait que le pays se retrouve aujourd'hui dans des multiples crises, que le pays, qu'on parle aujourd'hui de la mauvaise gouvernance, que la corruption bat son plein, prouve que l'élite est démissionnaire, soit nous n'avons plus d'élite. Est-ce que cette crise d'élite est une situation nouvelle ou le résultat de plusieurs décennies de gestion publique? Bon, il faut savoir que c'est parti quand même de plusieurs années. Vous savez que quand vous suivez bien la conférence nationale, même si elle était vouée à un règlement de compte, à une sorte de coup d'État qui ne dit pas son nom, voilà. Mais tout est parti de là. Le Congo a perdu a perdu 10 ans dans les conflits. 90, 2000. Tous ces conflits que nous avons connus ont contribué non seulement à détruire les infrastructures, mais à aussi détruire les mentalités au sein du pays. Détruire le système éducatif, détruire donc la mentalité. On a connu des problèmes de guerre, on a connu des problèmes, des crises politiques, et finalement, on se rend compte que ce n'est pas seulement né aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de la succession des hommes qui sont passés dans des différents gouvernements de Denis Sassou Nguesso. Vous avez ceux de sa génération qui avaient une autre culture. C'est des hommes et des femmes qui ne vivaient pas vraiment dans l'opulence, qui n'avaient pas une culture ostentatoire, par exemple, ou afficher les biens, ou vouloir accumuler les biens à peu près. Je prends souvent les exemples. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais quand vous regardez Henri Zombo, vous regardez Rodolphe Adada, vous regardez même le feu peu perd son âme, on va dire les Kunju, vous regardez ceux de cette génération, ils n'ont pas la même culture que nous. C'est des gens qui avaient l'amour pour la patrie, c'est des gens qui étaient des véritables compatriotes, c'est des gens qui étaient formés pour servir. Mais après cette génération, on parle donc de cette génération montante, vous constatez qu'aujourd'hui, ce qui caractérise cette génération montante, c'est
la réussite facile, c'est l'ascension sociale facile, c'est la corruption, c'est le détournement, c'est l'exécution des biens. Et donc, on est parti donc étape après étape et on est arrivé malheureusement aujourd'hui à se retrouver dans ce marasme-là, à se retrouver malheureusement dans cette crise qui devient très grave où nous n'avons pas d'élite. Donc tout est parti crescendo de 90 à 2000, tout a été détruit, on a connu des conflits. On n'a pas eu le temps de tout réparer. La politique est venue diviser, le tribalisme est venu détruire. Et finalement, nous sommes arrivés aujourd'hui, malheureusement, à cette crise d'élite. Ronnie, est-ce que le Congo est-il un cas isolé en Afrique où cette carence d'élite est-elle un phénomène plus global? Peut-on voir des paramètres dans d'autres pays? Non, le Congo n'est pas le seul pays à connaître les crises d'élite. Hein. Moi, je peux vous citer pêle-mêle, Haïti, par exemple. Haïti a vécu l'afflux des cerveaux. Plusieurs médecins brillants ont quitté le pays. Vous avez eu des scientifiques qui ont quitté le pays. Et finalement, le pays se retrouve avec des gens qui n'avaient pas trop de compétences, qui ne savaient rien du fonctionnement de l'État, qui ne savaient rien, par exemple, des sciences, de la médecine, du développement. Et ce sont ces gens, malheureusement, qui sont arrivés au pouvoir. Et on constate aujourd'hui dans quelles conditions se trouve Haïti. Vous avez aussi également Zimbabwe sous Robert Mugabe, avec la répression, la dictature et tout ce qu'il faut. Il y a eu plusieurs élites qui ont quitté le pays pour se réfugier ailleurs. On a connu cela aussi en Afrique du Sud où on a eu donc la fuite des cerveaux, surtout la fuite des cerveaux. Plusieurs ont été aussi incarcérés, tués. Le Congo n'est pas le seul pays à avoir connu. Mais le problème ici, c'est de prendre conscience de ce danger, de prendre conscience de cette crise. Parce que dans les années à venir, si rien n'est fait, nous allons nous retrouver dans les institutions, soit on va continuer à pérenniser les mêmes personnes, puisque nous avons entendu un ministre des Finances dans ce pays le dire, que les jeunes qui sont là dans les fonctions n'ont pas réellement des compétences, ils préfèrent garder les anciens. On va donc rester dans cette culture où les anciens qui ont appris, même s'ils ne se sont pas fait recycler, vont continuer à être là. Ou encore, on va responsabiliser des jeunes, mais malheureusement, cette nouvelle génération, mais qui n'est pas réellement tournée vers la méritocratie, cette jeunesse-là, malheureusement, qui n'a pas été bien moulée, qui n'a pas été malheureusement bien formée. Et donc, c'est ça le plus grand danger, c'est de prendre conscience. Et si aujourd'hui, on accuse un tel d'être responsable, ou on nous dit que le président de la République est le seul responsable, si l'on ne voit pas ses propres responsabilités, c'est parce qu'on est aussi dans cette crise d'élite où personne n'est responsable de rien, on n'a jamais de responsabilité. Par exemple, vous avez suivi la dernière réunion du PCT, la conclusion, c'est que tout ce que nous vivons dans ce pays, c'est la crise mondiale qui impacte sur tout ce que nous vivons au Congo, alors que en dehors de la crise mondiale, en dehors de la crise de Covid, nous savons que dans ce pays, il y a un problème de gouvernance. Nous savons que dans ce pays, il y a un problème de corruption. Et ça, on ne va pas imputer ça. Sinon, on ne va pas accuser la communauté internationale, sinon les conflits internationaux d'être responsables de la corruption au niveau du Congo. Quelles sont selon vous les conséquences concrètes de cette carence d'élite sur le développement du Congo? Comment cela se reflète-t-il dans la gestion des affaires publiques et dans l'avenir du pays? C'est clair. Si nous parlons aujourd'hui de la corruption, c'est parce que nous n'avons pas des hommes forts, des hommes compétents. Si nous avons aussi le tribalisme, malheureusement, qui ne marche plus comme hier, c'est parce que aussi on ne veut pas recruter les gens sur la base de leurs compétences. C'est ce qui peut frustrer aussi plusieurs compétences, sinon les élites. Vous avez la corruption atteint un niveau où, si l'on n'y prend garde, on ne pourra rien faire dans ce pays. On va multiplier les politiques de développement. Rien ne sera fait si l'on n'arrête pas la corruption d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez également, si l'élite est absente,
Ça veut dire que nous allons nous retrouver dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, où nous sommes face à ce qu'on appelle les ultra chrétiens, pardon, et qui sont malheureusement là. On n'a plus les débats scientifiques. On n'a plus les débats de fond. On n'a plus des critiques constructives. Pourquoi? Parce que il y a plus d'élite. Hier, on pouvait suivre à l'Assemblée nationale. Hier encore, on pouvait suivre sur les médias les débats qui instruisent, les débats qui suscitent de l'adhésion parfois populaire. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte sur les médias sociaux, les débats en majorité ne sont plus les débats de fond. Pourquoi? Parce que l'élite est absente. Celles et ceux qui devraient conduire les débats scientifiques, les débats constructifs, les critiques constructives, ne sont plus présents ou n'ont plus accès aux médias, ou sont totalement paumés et sont ailleurs. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons dans une société où tout le monde devient expert, où tout le monde peut donner son point de vue sur les sujets dont il n'a pas la compétence ou la maîtrise. Nous sommes dans une société où tout le monde peut se proclamer journaliste. Nous sommes dans une société où tout le monde aujourd'hui rêve que le gouvernement, vous avez dans une société où les gens ne voient plus la réussite ailleurs si ce n'est qu'en politique. Nous avons une société où finalement on pense que les diplômes ne nous servent plus à rien, que les compétences ne nous servent plus à rien, qu'on peut dire oyez et être nommé quelque part, on dit oyez, on est élu quelque part, et c'est comme ça finalement que l'absence d'élite agit dans le pays. Et voilà plus ou moins les conséquences. Est-ce que cela fragilise un peu l'image du pays, Bruni? Absolument. Que voulez-vous? Imaginez-vous que le Congo aujourd'hui se retrouve sans son élite, puisque il faut savoir que, vous voyez, la Chine par exemple, ou même l'Inde, c'est des pays, l'Inde ou la Chine, c'est un pays qui a pris le temps de préparer les générations. Et c'est ce que le Rwanda fait. Le Rwanda, depuis l'école primaire, sinon même plus un peu avant, a commencé à préparer l'élite de demain. Cette génération rwandaise qui a 20 ans, 10 ans, 20 ans aujourd'hui, ne vous parlera pas du tribalisme, ne vous parlera pas des Hutus et de Tutsis. Ça n'existe parce qu'ils ont réussi à formater toute une génération. Ils ont réussi à former toute une génération pour le développement du pays. Mais ce que nous n'avons pas fait, c'est ce que la Chine a fait. Ça veut dire quoi? Que à un moment donné, on aurait pu, pendant longtemps, comme tout se passait sous Mono, où on envoyait plusieurs cadres aller se former à l'extérieur, mais nous n'avons pas pu réellement bâtir cette politique. Et quand on a bâti cette politique, c'est des politiques qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce que les conditions au niveau du pays, on peut envoyer les jeunes aller étudier par exemple à Cuba, aller en Chine, aller aux États-Unis. Mais si au retour, ces jeunes ne sont pas utilisés, ces jeunes ne sont pas dans les conditions qu'il faut, il serait difficile que ceux qui on connaît ces réalités reviennent. Donc voilà plus ou moins, ça va fragiliser le pays, ça va faire reculer le pays et ça va amener le pays finalement à tout ce que nous voyons par exemple en Haïti, où n'importe qui peut aujourd'hui imaginer prendre les armes et aller attaquer donc les institutions. Donc voilà plus ou moins les conséquences, sinon le péché engendré par cette carence d'élite. Nous arrivons presque à la fin de notre chronique, Bruni. Quelles sont ou bien quelles peuvent être des solutions envisagées pour surmonter cette crise d'élite et permettre au Congo de se relancer sur la voie du développement? Il faut prendre conscience dès maintenant, il faut le reconnaître que nous avons un vrai problème d'élite. Nous avons un vrai problème de compétences. Il faut reconnaître aujourd'hui que les conséquences sont telles que si nous ne faisons rien, nous allons nous retrouver avec un État où, on va dire finalement, rien ne marchera parce que les cadres, entre guillemets, qu'on aura placés à gauche et à droite ne seront pas capables d'assumer leurs responsabilités, ne seront pas capables de travailler puisqu'ils manquent de compétences. Alors, aujourd'hui, il faut donc prendre conscience, il faut commencer dès maintenant
à former les générations par rapport aux objectifs, par rapport, on va dire, aux besoins du marché, par rapport à la vision qu'a le Congo de son développement. Si nous voulons, par exemple, être un pays, on va dire, totalement, je prends un exemple ACP, totalement digitalisé, il faut commencer à former des générations entières dans ce domaine. Si nous voulons, par exemple, avoir les meilleurs médecins dans la sous-région ou même au niveau de l'Afrique centrale ou dans toute l'Afrique, il faut commencer à former réellement des vrais médecins. Et si nous voulons, par exemple, avoir des enseignants de qualité, c'est maintenant qu'il faut former les enseignants de qualité. Il faut donc préparer l'avenir, donc préparer les 20 ans, les 40 ans à venir dès maintenant. Vous imaginez, si on prend aujourd'hui, nous sommes en 2024, on envoie en formation en Chine sur 5 ans par exemple, une centaine de jeunes, 500 jeunes dans un domaine quelconque. Au bout de 5 ans, ils reviennent au pays et pour accomplir les missions qui leur sont confiées. Mais le problème, c'est aussi voir au niveau interne comment améliorer les conditions d'intégration. Voilà. On rentre au pays, qu'est-ce qu'on fait? On rentre au pays, comment on nous accueille? Est-ce que ces jeunes qui rentrent ont des logements? Est-ce qu'ils ont automatiquement le travail? À combien sont-ils payés? Il y a ça aussi. Il y a aussi, il faut commencer à enseigner depuis le bas âge, même à la maternelle, le civisme, l'amour du pays, le patriotisme. Il faut commencer à l'enseigner. Ça, c'est très important. Si chaque Congolais peut vivre que pour le Congo, si chaque Congolais peut penser que moi, je dois être le gardien de mon compatriote, le gardien de mon frère, nous aurons un État assez fort. Merci Bruni d'être passé. Merci beaucoup, Gabriel. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à suivre les programmes de Tileka Média. Les chroniques de BFN vous souhaitent le meilleur. À bientôt pour un prochain numéro.